L'invité politique de Guillaume Durand sur Radio Classique et Paris Première. J'allais dire, Jean-Christophe Lagarde, ce qui concerne le PS concerne aussi beaucoup de partis. Aujourd'hui, on a l'impression que Macron a absolument explosé tout le monde. Et ce n'est pas de ma part une sorte de flagornerie déguisée, mais une constatation. Il n'y a plus que Macron. Je ne pense pas que ce soit Macron d'ailleurs qui a explosé. Je pense que ce sont les appareils politiques qui, pendant, et reconnaissons-le, les 2 dernières décennies n'ont pas joué leur rôle, et donc les Français les ont sanctionnés. Toutes les formations politiques de notre pays, en réalité, ont subi ça. Est-ce que ça veut dire en réalité qu'il n'y aurait plus qu'une formation politique qui elle-même d'ailleurs est en train de se construire, je parle d'En Marche, et qu'une seule idée, qu'une seule voie politique possible dans notre pays? Je ne le crois pas. Simplement, nous avons, nous aussi, à réinventer la façon d'inviter les citoyens à participer à la vie publique. Mais je posais la question hier à Éric Woerth. À partir du moment où on vote les lois travail, il est aux Républicains, on va peut-être voter ce qui concerne les lois ou les dispositifs concernant l'immigration vus par Gérard Collomb. Est-ce que c'est la même chose pour vous? Et dans ces cas-là, on s'oppose à quoi, finalement, puisqu'on suit la politique du gouvernement sur l'essentiel? Je pense que une des choses que les Français ont dit à travers l'élection présidentielle, c'est arrêter la politique caricaturale. On est ou toujours pour, ou toujours contre. Nous, en tout cas, à l'UDI, cette indépendance et cette liberté que nous avons finalement gagnée à travers ces difficultés que nous avons connues, ça nous permet de dire oui, il y a des choses sur la loi travail, on l'a voté, qui sont positives. Et quand le gouvernement augmente la CSG depuis le 1er janvier pour faire porter tout l'effort financier sur les retraités, soi-disant aisés, c'est une erreur. Quand on baisse les APL et qu'on appauvrit le logement social, donc la capacité des plus pauvres d'entre nous à vivre dans un environnement correct, c'est une erreur. Quand, dans le même temps, Gérard Collomb dit... C'est audible. Eh bien, Est-ce que c'est audible? Mais vous nous le dites ce matin, je le comprends, oui. Mais politiquement... Mais je pense que c'est audible parce que ce qui n'est plus audible pour les Français, et c'est une grande partie de l'élection d'Emmanuel Macron, et souvenez-vous de cette phrase « en même temps », c'est de dire, c'est ou tout ou rien. Eh ben moi, je crois pas ça. Et je crois que la vie publique, la vie des Français, elle n'est pas faite comme ça. Mais quand un Français regarde l'action du gouvernement, il jette pas tout à la poubelle ou il ne trouve pas tout génial. Il dit ça c'est bien et ça c'est pas bien. Je suis pas d'accord avec ce qu'ils sont en train de faire, par exemple, en matière de sécurité routière, parce que je pense qu'on va dans l'excès. Même si, évidemment, il faut combattre l'insécurité routière. Je trouve que ce que dit M. Collomb lorsqu'il s'agit du droit d'asile, il a raison. Et c'est au sein d'En Marche que le problème se pose. Donc le dispositif sur l'immigration, vous le soutiendrez? Oui, la logique, elle est simple. Le droit d'asile, c'est le devoir et la tradition de la France. Nous y sommes attachés. Mais pour qu'il y ait un droit d'asile, il faut le pouvoir de dire oui, vous êtes en danger chez vous, on vous accueille, ou non, vous n'êtes pas en danger chez vous et vous repartez chez vous. Jean-Christophe Lagarde, vous n'êtes pas un enfant de la dernière heure en matière politique. Vous savez très bien qu'avec une mauvaise foi caractéristique, mais qui avait une certaine forme d'efficacité politique, François Mitterrand s'est violemment opposé au général de Gaulle. Puis après, la droite s'est violemment opposée avec François Mitterrand, même si parfois ils s'entendaient, si je puis dire, sous la table. Ça a toujours été ça. Donc à force de dire on vote avec eux, mais en même temps on n'est pas d'accord sur un point, etc. Ça aboutit à quoi? Votre disparition totale. Je parle pas de la vôtre. Est-ce que je peux dire les choses de façon un peu brutale? Oui, François Mitterrand, Jacques Chirac, etc. pratiquaient la politique comme ça. J'allais dire à la papa, c'était quand même prendre les Français pour des cons. Ça a marché, mais c'était prendre les Français pour des cons. La réalité, c'est... En tout cas, le combat politique que moi je veux conduire, c'est de dire aux gens, sur ça, je suis en capacité de partager et j'arrête de faire semblant de combattre un truc. Regardez, quand vous entendez aujourd'hui des gens de droite critiquer ce qu'ils proposaient hier, ça a du sens? Vous croyez qu'il y a un Français dans la rue qui est capable d'avoir de l'estime pour son responsable public qui fait ça? Alors c'est peut-être plus difficile à entendre, c'est peut-être moins habituel, mais je préfère ça. Je vous posais une question très simple. Vous êtes finalement quoi? Derrière Emmanuel Macron? Vous êtes derrière Laurent Wauquiez? Vous êtes derrière personne? Et nous sommes derrière personne, nous sommes derrière nos idées, c'est déjà pas si mal, figurez-vous. Il y a tellement de gens qui ont oublié leurs idées justement dans ces positions caricaturales. Je vous répète ce que je disais. Je trouve qu'Emmanuel Macron fait bien le boulot sur le plan international. Je trouve que sur la loi travail, il a raison. Je pense qu'il faut réformer l'apprentissage et on va avoir ces débats à l'Assemblée nationale parce que c'est le moyen. Regardez, en Allemagne, il y a 3 fois moins de jeunes au chômage, 3 fois plus en apprentissage. C'est le moyen, en l'occurrence, Donc, c'est une piste importante. Exception de la CSG, vous êtes derrière la politique économique qu'il mène. Pardon. Je trouve que la stratégie n'est pas inintelligente. Je trouve qu'il y a des erreurs de commises dans la politique du logement et pas que sur les APL. Je trouve qu'il y a des erreurs de commises sur la CSG parce que c'est une mauvaise stratégie. Je pense que repousser le problème de la retraite, il faut universaliser la retraite. Chaque
heure de travail est la même pour chaque Français. Pourquoi elle donne pas droit à la même retraite? Mais en revanche, dire aux Français, il n'y a pas de question sur l'âge de la retraite, c'est une erreur parce que vous savez que les estimations font aujourd'hui que le déficit du régime retraite, c'est jusqu'en 2040. Encore 23 ans, 22 ans, mais on si attend je quoi? vous pose ces questions, c'est pour des questions, je me répète, de clarification, évidemment pas pour des questions de flagornerie à l'égard du pouvoir actuel. Mais par exemple, prenons un autre dossier qui vous Le tient... pouvoir actuel, il arrive qu'il fasse bien le boulot, mais il arrive aussi qu'il se trompe. Et je pense qu'un de ses défis, c'est d'entendre ceux qui ne disent pas comme lui. D'accord, mais prenons un autre exemple qui vous tient à cœur, c'est la politique européenne. 2019, il y aura une grande liste européenne. On dit qu'Alain Juppé pourrait, à un moment ou à un autre, peut-être intégrer justement cette grande liste avec un... Qu'est-ce qu'il va faire l'UDI dans cette affaire-là? On va prendre les choses dans l'ordre. D'abord, il y a une loi qui va changer. Jusqu'à présent, c'était des élections régionales au niveau des régions. C'est maintenant une élection nationale. Je m'en réjouis parce que je pense qu'on a besoin de ce grand débat européen. Et nous, à l'UDI, on est en train de préparer, évidemment, notre liste aux européennes. Pourquoi? L'Europe, c'est consubstantiel de notre idéal. Si vous appelle et il vous dit rejoignez-nous dans une grande liste. Écoutez, d'abord, on verra si le si. Vous dites si. Moi, je réponds non, parce pas. qu'on essaie de comprendre, justement. Monsieur Durand, je ne réponds pas à des questions qui ne se posent pas. C'est pas le cas aujourd'hui. Mais deuxième chose, intentions. on verra. Deuxième chose, la question, elle n'est pas est-ce qu'on fait liste ensemble? C'est qu'est-ce qu'on partage ensemble? Est-ce que ce qu'a dit aujourd'hui Emmanuel Macron sur l'Europe, nous le partageons dans une large mesure? Oui. Est-ce que c'est suffisant? Non. Nous sommes fédéralistes. L'idéal fédéraliste de l'UDI se retrouve-t-il dans d'autres partis? À ce moment-là, on peut travailler ensemble. Je vous prends un exemple. Je n'entends personne expliquer que pour lutter contre le terrorisme et la grande criminalité, on a besoin d'un FBI européen et d'un parquet européen. Aujourd'hui, les frontières, contrairement à ce que dit Madame Le Pen, elles n'arrêtent pas les terroristes. Elles n'arrêtent que les policiers et les juges. Moi, je veux que les policiers et les juges puissent poursuivre les terroristes et les grands trafiquants au-delà des frontières. Premier exemple. Deuxième exemple, on a un débat sur la politique d'immigration. Le cœur du sujet qui est en débat, c'est quand quelqu'un arrive sur le territoire français ou sur le territoire européen. Est-ce qu'on a tous la même vision de ce qu'est le droit d'asile? J'ai pas dit que vous étiez inexistant. Il faut le partager. Non, je suis pas en train non plus de vous faire ce problème. Je perçois les différences, mais en termes d'affrontement... Il y a moins de différence entre Macron et nous sur l'Europe qu'avec tous les autres partis politiques. Mais elles existent. Et permettez, et vous ne le niez pas, qu'elles existent. Et je pense même que c'est rendre service, y compris à En Marche, ce parti qui essaye de se structurer, où il y a des gens de gauche, de droite, il y a des centristes, de se créer une doctrine politique. Parce que c'est sans doute ce qui lui manque le plus. Deux dossiers, le Grand Paris et la réforme constitutionnelle qui aboutirait notamment à la diminution du nombre de parlementaires. On prête au président de la République l'idée, s'il ne trouve pas un accord avec le Sénat, eh bien de faire un référendum, ce qui n'a pas été le cas en France depuis maintenant, depuis maintenant des années. Oui, c'est une opération toujours dangereuse, les référendums. Est-ce que si c'est le cas, vous êtes pour ce référendum? Moi, quand j'ai rencontré le président de la République, j'ai d'abord eu le sentiment qu'il cherchait s'il y avait possibilité de réformer par la voie parlementaire habituelle. Parce qu'il y a là-dedans des sujets très techniques et des sujets plus politiques. Et s'il faut aller devant les Français, je ne vois pas pourquoi on n'irait pas. Mais moi, j'ai expliqué au président de la République qu'on était ouvert à discuter d'une réforme de la Constitution. Il y a deux choses qui sont importantes là-dedans. D'abord... Et à accepter la diminution du nombre de parlementaires? Oui. Je trouve ce sujet éculé, etc. Mais c'est pas l'essentiel. Vous savez, c'est pas parce que vous allez réduire de 100 parlementaires que la fonction politique et la fonction publique, elle va mieux fonctionner en France. C'est un sujet très populaire, mais très secondaire, en vérité. C'est l'anecdote populiste qui permet à tout le monde de s'exciter. C'est beaucoup plus important de savoir comment ça fonctionne. Je vous prends un exemple. On a décidé, je pense que c'est une erreur, mais c'est maintenant une décision et personne, hélas, ne reviendra dessus, que les parlementaires n'exerceraient que leur fonction de parlementaire. On fait moins de parlementaires. Il faut qu'ils aient plus de pouvoir, parce que sinon ils servent à rien. Pardon de le dire. Si les parlementaires français sont aussi peu efficaces, c'est parce qu'ils sont beaucoup moins responsables et beaucoup moins en capacité de décider que les Allemands, que les Britanniques ou que les autres. C'est ça le sujet. Et donc, si on doit changer la Constitution, il faut aussi que le Parlement... Regarde, je vous prends un exemple. Je note que vous êtes pour le référendum. Je note que vous êtes pour le référendum. Je n'y suis pas opposé si le président de la République décide de faire un référendum. Bon, et est-ce que vous savez, puisque vous êtes quand même assez informé, est-ce que vous savez si le Sénat n'est toujours pas d'accord de le rejoindre sur ce thème-là? Je ne suis pas très sûr que le Sénat ne soit pas d'accord. J'ai cru comprendre que le président Larcher discutait lui aussi. Si vous voulez,
il y a deux solutions. Soit le président de la République considère que la réforme constitutionnelle, c'est que son objet à lui. Dans ces cas-là, c'est sa relation au peuple français, il va devant le référendum, il se passe des parlementaires. Soit il considère, et c'est plutôt le sentiment qu'il m'a donné, qu'il cherche à rassembler pour moderniser les institutions, et dans ces cas-là, il faut qu'il soit capable d'écouter les autres. Vous êtes un élu depuis des années de Seine-Saint-Denis, pas de stigmatisation par rapport à un certain nombre de quartiers, mais les policiers en ont par-dessus la tête, vous savez, vous connaissez l'histoire donc qui s'est déroulée à Champigny, donc du passage à tabac de cette policière, et les policiers donc ont l'intention de secouer un peu Monsieur Collomb à la fois en manifestant et en le rencontrant, donc que la peur doit changer de camp, disent-ils. Alors, est-ce qu'on est dans ce registre-là face à un fantasme français des banlieues où l'irrespect fonctionnerait partout? Est-ce que c'est ça la version réelle? Ou est-ce que finalement ces banlieues françaises que vous connaissez, puisque vous avez dirigé une mairie pendant des années, sont beaucoup plus apaisées qu'on ne le dit? Elles sont plus contrastées qu'on le dit. Et l'irrespect, il est sans doute partout, mais il n'est pas par tous. Il est par une petite minorité de population. Un département comme la Seine-Saint-Denis... Donnez-moi un exemple, par exemple. Un département comme la Seine-Saint-Denis, c'est 1 500 000 habitants. Les gens qui pourrissent la vie, ou qui sont les clients, si j'ose dire, permanents des policiers, c'est quoi? C'est 5 à 10 000 personnes sur 1,5 million. C'est ça la vérité. Est-ce que le droit français fait en sorte que ces 5 à 10 000 personnes-là soient incapables de nuire ou aux policiers ou à leurs concitoyens? Est-ce que c'est un territoire perdu de la République, comme beaucoup l'ont écrit? C'est pas un territoire perdu parce qu'on peut le rattraper. C'est un territoire qui a été largement abandonné. Qu'est-ce qui s'est passé? On a concentré toutes les difficultés sociales, toutes les problématiques de la société française quasi au même endroit. Vous savez, par exemple, quand on parle de rénovation urbaine, la moitié de la rénovation urbaine en France, c'est en Seine-Saint-Denis. Alors, on fait des efforts. Mais par contre, est-ce que c'est le cas sur les enseignants? Pourquoi on a toujours les plus jeunes et les plus inexpérimentés? Pourquoi ils sont pas mieux payés quand ils viennent travailler dans un quartier plus difficile que les autres? Exemple, quand vous avez dans votre classe que des enfants... La police ne va pas. Non, pas dans ma ville, mais ça existe dans le département. Elle y va. Mais elle ne va pas où, la police, dans votre département? Il y a des quartiers, je ne veux pas les stigmatiser. Elle y va, mais quand elle y va, c'est compliqué. Et là-dessus, il faut aussi revenir sur l'erreur qui a été commise il y a quelques années, je crois que c'est à partir de 2007, sur une police qui ne serait que d'intervention. La police, elle ne fonctionne que quand elle a une relation avec la population. Donc la nouvelle police de proximité voulue par Macron, ça peut fonctionner? Oui, sauf qu'il y faut des moyens qui, pour l'instant, n'y sont pas. C'est ça le sujet. C'est-à-dire que si vous voulez des policiers qui soient au contact de la population, il faut qu'ils soient plus nombreux. Or, la réalité, là encore, vous me dites territoire perdu. Non, territoire abandonné, oui. Non, mais je réponds à cette question. Territoire abandonné, oui. Quand vous avez 4 fois plus de policiers à Paris que vous n'en avez en Seine-Saint-Denis, il ne faut pas nous dire qu'il y a une égalité des citoyens et qu'on met la priorité sur des territoires qui ont besoin aussi de policiers, mais qui ont besoin d'enseignants. Parce que, en réalité, si vous voulez, en concentrant toute la difficulté sociale, à chaque fois qu'il y a un problème chez nous, il est plus compliqué à résoudre que le même problème que vous trouveriez dans un endroit plus équilibré. Il est 8h30, nous étions avec Jean-Christophe Lagarde, le patron de l'UDI, c'est l'invité politique de la matinale, tout à l'heure, accord des accords. Mais voici que s'annonce la revue de presse de Michel Grossior, avec bonheur. Merci beaucoup, bonne journée à vous.